cette semaine. Donc, on avait envie de faire une séance avec les parents. Comme on a beaucoup travaillé avec vos enfants cet été, donc on avait envie d'inverser les rôles, puis d'aller de l'autre côté. Donc, d'aller avec les parents, puis de discuter un peu d'un côté, c'est quoi les enjeux qu'on pourrait rencontrer face à la rentrée, ou des fois quelques situations qu'on peut éprouver à la maison en lien avec l'école. Donc, nous, en fait, notre rôle, c'est vraiment de faire le pont entre l'école et la maison. Parce qu'on est nous-mêmes passés d'un bord et de l'autre. On a été enseignante pendant beaucoup d'années. Maintenant, on se dédie au projet d'éducation. Donc, on est rendu de l'autre côté maintenant dans le soutien avec les familles. Donc, notre objectif, c'est aussi de pouvoir faire ce pont avec l'école, puis que vous vous sentiez à l'aise aussi de nous poser des questions des fois sur que ce soit le cursus scolaire ou même des méthodes de travail à la maison. On va aborder beaucoup de sujets ce soir. Mais sentez-vous vraiment à l'aise de pouvoir poser des questions. L'idée, c'est que ce soit vraiment un espace de discussion puis que l'information puisse être accessible à vous parce que des fois, bon, on commence l'année, puis les enseignants n'ont pas nécessairement beaucoup de temps à accorder à ce genre de sujet parce qu'ils sont plus préoccupés. Bon, ils ont un million de choses à faire aussi. Donc, notre objectif, c'est vraiment que vous vous sentiez confiant face à la rentrée, puis que vous vous sentiez à l'aise de pouvoir échanger même avec d'autres parents. Donc, on invite même, si jamais vous avez envie de raconter des histoires ou votre vécu ou votre ressenti par rapport à certaines situations qu'on va exposer, n'hésitez Oui, pas aussi théorie à de quoi? alimenter la discussion. Vous pouvez le dire, s'il vous plaît, pas à tout le monde? Bonjour, bonsoir. Alors, OK, parfait. Alors, on peut commencer. Je vais vous partager mon écran. Alors, en fait, ce soir, on va jaser de différents sujets. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Sarah, donc je suis l'autre cofondatrice de l'éducation. Donc, moi, je connais aucun parent ce soir. Donc, enchantée, ça me fait plaisir. Alors, Ouais. en premier, on va vraiment aller discuter, dans le fond, de la gestion des devoirs et des leçons. Donc, de vous fournir, dans le fond, des façons pour que ça se passe bien, donc pour éviter justement peut-être les crises, pour que ça devienne vraiment agréable chez votre enfant aussi et avec vous. Donc, pour pas non plus brimer la relation parent-enfant. On va ensuite aller explorer là au niveau de la gestion des émotions, la confiance en soi et la persévérance scolaire. Donc, on va toucher à 4 sujets ce soir. Alors, si je peux commencer, donc pour vos enfants, nous, qui on est en fait? On va se présenter un petit peu parce que bon, oui, on est enseignant, mais on fait plus que l'enseignement aussi, on a des passions, puis c'est vraiment nos personnalités qui vont faire en sorte qu'on peut soutenir les enfants. Donc, en fait, moi, je suis enseignante au primaire depuis 10 ans. J'ai aussi une certification comme professeure de yoga. Alors, tout ce qui touche au développement de l'enfant, au bien-être, anxiété de performance, gestion des émotions, je vous dirais que c'est quelque chose qui me passionne énormément et que c'est l'une de mes forces. Je travaille aussi avec les enfants anxieux avec la thérapie par le son, donc différents instruments de musique, techniques de méditation, relaxation. Kali, je vais te laisser te présenter. Merci. Donc, bon, la plupart d'entre vous me connaissent déjà un petit peu, mais si je peux parler un peu plus en profondeur de mon parcours, donc également, moi, je suis enseignante au primaire depuis plus de 10 ans et j'ai également étudié en psychologie. Et je m'intéresse aussi à tout ce qui touche aux technologies de l'éducation. Donc, j'ai travaillé également comme technopédagogue un temps, d'où mon intérêt pour également la fondation de cette plateforme avec Sarah, l'éducation. J'ai également habité en Amérique du Sud pendant près de 10 ans au Chili, où est-ce que j'ai travaillé comme enseignante au primaire et j'ai également fondé un projet d'éducation plein air en collaboration avec des écoles et des municipalités. Donc, je m'intéresse également beaucoup à tout ce qui touche le plein air. On pourrait croire que c'est un peu aux antipodes des technologies, mais pas du tout. Au contraire, on a vraiment essayé avec Sarah de trouver un juste milieu dans notre projet. Puis je pense que vous l'avez vu également avec la façon dont les cours sont construits, qu'on aime beaucoup le voyage, on aime beaucoup l'exploration et tout ce qui touche également à la nature. Donc, c'est vraiment une de mes grandes passions. Je pratique d'ailleurs l'alpinisme aussi depuis une dizaine d'années et je travaille également comme orthopédagogue en milieu collégial. Alors voilà, ça fait un peu le tour. Alors, pour commencer, ce qu'on doit vraiment se souvenir,
pour les enfants, pour vraiment être capable de mieux les accompagner avec le volet scolaire, c'est une routine qui est bien ancrée. Se rappeler que ça prend du temps. Donc, je prends souvent l'exemple de quand on veut se remettre en forme. Donc, on veut retourner dans la salle de gym, mais il faut pas s'attendre non plus que les résultats soient instantanés comme ça, en un claquement de doigts. Donc, c'est vraiment à force d'être constant, à force de persévérer, de recommencer. Donc, c'est un peu la même chose avec les enfants. Puis, quand on commence l'année scolaire, donc, avec les enfants, c'est vraiment d'établir les routines. Donc, le premier mois de l'année scolaire, c'est vraiment d'instaurer ces routines-là, de les pratiquer, de les repratiquer jusqu'à temps que l'enfant soit autonome dans ces routines-là. Puis, ça prend justement une modélisation. Donc, nous, en tant qu'enseignants et vous, en tant que parents, il faut leur montrer, on va vraiment leur montrer comment est-ce qu'on fait pour établir une routine justement de devoirs et de leçons. Donc, je sais pas s'il y en a qui Justement, voudraient oui, vas-y. je voudrais juste ajouter, quand on parle d'instaurer les routines, tu disais le premier mois au début de la rentrée scolaire, on prend vraiment le temps d'instaurer ces routines. En fait, si on se réfère en classe, c'est ce qu'on fait avec les élèves. Donc, le premier mois d'école, il n'y a pas gros apprentissages qui sont faits. Mhm, C'est vraiment juste des routines de travail et on repasse un peu la matière pour la mettre à l'intérieur de ces routines-là. Et on peut penser que c'est un peu le parallèle qui peut se faire à la maison. Donc, d'y aller petit à petit. Donc, c'est sûr que ce sera pas non plus du jour au lendemain. Les élèves reviennent de l'été. C'est difficile de se remettre dans une routine de sommeil d'abord, dans une routine de se lever tôt, d'aller à l'école, préparer ses choses. Donc, quand on parle de routine, c'est tout ça à considérer, la routine du matin, la routine du soir, la routine du sac à dos, de la boîte à lunch. Donc, après, vous avez chacun vos routines à la maison, puis vos façons de fonctionner qui vous êtes propres. Mais l'important, c'est que l'enfant, il sache qu'est-ce qu'il a à faire, puis que petit à petit, on reprenne ses routines. Donc, on pourrait penser, par exemple, bon, la semaine 1, on peut aller travailler la routine du matin, de se préparer. La semaine 2, on va aller travailler plus la routine le soir quand on revient, défaire son sac à dos, sa boîte à lunch ou peu importe ce que vous avez à faire à ce moment-là. Après, à la semaine 3, bon, on va aller vraiment s'installer. S'il n'y a pas encore de devoirs, ben, on peut juste mettre en place les conditions. Bon, quand il va y avoir des devoirs et des leçons, à quel endroit est-ce que ça va se faire, à quelle heure et tout. Puis bon, on prend un livre. S'il n'y a pas de devoir, on va aller prendre un livre. Donc, vraiment d'y aller graduellement pour que l'enfant sente que c'est pas non plus un gros rush tout en même temps, parce que sinon, il peut être rapidement surpassé un peu et, et ça peut provoquer des effets contraires, en fait, qu'on désirait. Donc, Sarah a dit un mot qui était très important, c'est la patience. Et des fois, c'est ce qui est le plus difficile pour nous tous, même envers nous-mêmes. Mais c'est vraiment la clé du succès pour les enfants, c'est que eux soient patients avec eux-mêmes, mais surtout que nous, on soit patients avec eux et avec nous-mêmes envers eux, plutôt. Et en classe, on retrouve au final le même défi. mhm. Tout à fait. Puis j'ajouterais aussi que ce mois-là d'instauration de routine vaut la peine parce qu'après ça, ça va être facile durant l'année scolaire. Donc, ça vaut le coup d'investir ce temps-là, la patience. Puis peu à peu, votre enfant va devenir autonome. Donc, c'est ça qu'on voit, nous. Nous, on travaille ça pendant le premier mois. Bon, c'est sûr qu'il faut parfois remodéliser avec certains élèves, on refait les routines. Et habituellement, c'est de cette façon-là qu'on peut éventuellement avoir une belle gestion de classe, puis que ça va bien, puis qu'on n'a pas les enfants, ils nous écoutent en fait. Les enfants, ils sont capables de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire exactement lorsqu'ils reviennent de l'école. Puis, comme Cali disait, ben, ça prend énormément de patience, de temps, et ça vaut le coup vraiment d'investir ce temps-là. Donc, Parce que vaut mieux investir plus de temps au début pour ancrer les routines et que l'enfant soit autonome que d'y aller petit à petit et de patcher les dégâts au final. Donc, vaut mieux y aller fort au début. Cali, je te laisse continuer. Donc, des petites pistes à analyser de comment bien établir la routine des devoirs et les leçons à la maison. Donc, d'abord, il faut quand même se souvenir, les élèves à l'école, c'est des longues journées pour eux, c'est sûr. Les élèves sont à l'école de 8 heures le matin à 3 heures, dépendamment des écoles. Ils reviennent à la maison, c'est sûr qu'ils sont fatigués, puis c'est quand même très rare les élèves qui ont hâte de faire les devoirs et les leçons. Et, et ça, je pense que c'est une réalité.
Et la raison, je pense que c'est peut-être important de se poser la question pourquoi est-ce que les élèves devraient avoir des devoirs et des leçons d'abord? Parce que c'est même aussi un sujet qui revient beaucoup, puis qui a même fait beaucoup jaser, puis c'est pas non plus toutes les mêmes écoles qui ont les mêmes politiques de devoirs et leçons. Ça se peut que vous soyez dans une école qui donne très peu de devoirs, ça se peut que vous soyez dans une école qui en donne beaucoup plus. Donc après, chaque école a son projet éducatif et ses valeurs. Mais à la base, si on peut juste revenir à pourquoi on ferait des devoirs et des leçons, je pense que nous, on le voit comme étant, c'est juste une façon d'apprendre à s'organiser, puis d'établir des routines, puis de développer des techniques de travail efficaces, de pouvoir consolider les apprentissages. Et à partir de là, ben, c'est là qu'on va aller voir de quelle façon on va aller mettre ça en place, puis de trouver une façon aussi de motiver l'enfant parce que c'est rare qu'il va avoir envie de se remettre à travailler s'il a travaillé toute la journée. Donc, je pense que le plus grand enjeu, c'est de faire en sorte qu'il ne voit pas ça comme une tâche, mais plutôt comme une continuité, puis quelque chose qui travaille pour lui-même. Donc, je pense que même d'amener l'enfant à devenir conscient de pourquoi il fait ça, ça peut être intéressant. Pourquoi est-ce qu'on doit s'asseoir puis faire des devoirs? Ou pourquoi si je suis allée à l'école toute la journée? Donc, vous pouvez même aborder la discussion avec votre enfant puis voir qu'est-ce qu'il va répondre. Je serais curieuse même d'obtenir leur réponse, de qu'est-ce qu'ils en pensent puis qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent travailler avec ça. Donc, quand on amène les enfants conscients de pourquoi est-ce qu'ils font les choses, ils sont beaucoup plus enclins à vouloir le faire. Et en classe, on fait ça avec les apprentissages. Donc, quand on enseigne une nouvelle notion aux enfants, on essaie toujours de leur expliquer mais pourquoi on apprend ça, puis qu'ils prennent conscience de l'importance que ça peut avoir. Et je pense qu'avec les devoirs et les leçons, ça peut être une bonne porte d'entrée parce que si l'enfant ne comprend pas la nécessité de faire ses devoirs et leçons, il ne voudra jamais les faire ou il va les faire à contre-cœur et ça n'aura pas du tout l'effet escompté. Donc ici, ce sont quelques suggestions pour vous aider à encadrer un peu la période des devoirs et leçons. Donc, quand on parle de routine, par exemple, la plage horaire déterminée, que ce soit à la même heure. Peut-être pas nécessairement tous les jours parce que des fois, il y a des activités sportives ou parascolaires, mais que ce soit normalement un horaire prédéterminé. De choisir également un endroit calme, donc d'éviter le salon, la cuisine, d'éviter un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de mouvement. Mais en même temps, pas nécessairement l'isoler dans sa chambre s'il a envie, par exemple, de vous avoir à proximité. Donc, peut-être des fois trouver un juste milieu, dépendamment de l'âge de l'enfant également. Si l'élève est plus vieux, à ce moment-là, oui, peut-être que s'il y a un bureau, il va peut-être aller vouloir être seul dans le bureau pour le faire, puis on va l'encourager également. Avoir tout son matériel, donc de rendre l'enfant autonome et avec son matériel, donc pas nécessairement que ce soit toujours les parents qui doivent être en train de chercher le matériel nécessaire, mais que l'enfant puisse avoir déjà sa petite liste de qu'est-ce qu'il a besoin et que lui-même s'assure qu'il a déjà tout son matériel. De faire des pauses fréquentes. Donc, Sarah pourra vous expliquer un outil par la suite d'une horloge qu'on peut utiliser avec l'élève pour réguler le temps. Et finalement, on revient toujours à notre élément principal, la modélisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la modélisation? C'est de montrer à l'enfant comment faire. Les enfants sont des éponges, puis ils vous regardent. Donc, en fait, c'est à vous de donner l'exemple. C'est pas inné savoir faire des devoirs et des leçons. C'est pas inné savoir s'asseoir sur sa chaise puis écouter. Même si on aimerait ça parfois, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, il faut montrer l'exemple. Il faut aussi faire du renforcement positif, puis d'aborder la discussion avec les enfants avant que ça devienne un conflit. Donc je pense que ça peut beaucoup aider. Avant qu'on présente peut-être les outils, est-ce qu'il y en a qui aimeraient s'exprimer par rapport à ce thème? S'il y en a qui ont des questions, ou si vous avez des partages, peut-être des choses qui fonctionnent pour vous à la maison que vous aimeriez partager au reste des parents? Vous pouvez ouvrir le micro et tout simplement parler, là, sans problème. Alors, on peut On continuer. peut continuer. Ouais. Alors, je vais vous expliquer un exemple de routine pour les leçons. Donc ça, c'est un exemple que j'avais créé justement avec une élève. Donc pour qui la période des devoirs et des leçons, elle était plus difficile. Donc l'enfant, en fait, se déconcentrait facilement. Puis on est vraiment allé moduler. Donc on est allé séparer en étapes. Donc en premier, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on va avoir un petit chronomètre de 10 minutes. Donc ça, c'est vraiment une routine pour les leçons. Donc elle a la conjugaison des verbes à faire. Donc, on va vraiment aller mettre une minuterie, bon, idéalement une minuterie qui fait pas de bruit non plus. Donc, ce n'est pas dans le but d'aller stresser l'enfant, mais pas du tout.
C'est dans le but que l'enfant ait son attention concentrée pendant 10 minutes. Puis une fois que la sonnerie sonne, il sait, OK, parfait, je me suis bien concentré, j'ai fait la conjugaison des verbes, mais j'étais vraiment présent dans ce moment-là. J'étais pas en train de me dire, ah, j'ai envie d'aller boire de l'eau ou de jouer avec les choses à côté sur mon bureau. Donc, je suis vraiment dans le moment. J'apprends la conjugaison de mes verbes et par la suite, on va aller demander à l'enfant de choisir une activité pendant un petit 5 minutes, donc un temps de pause 5 minutes. Et là, c'est de modéliser à l'enfant, de lui dire, OK, parfait. Donc, la jeune fille, elle avait choisi la lecture. Parfait, on repart le chronomètre et après 5 minutes, c'est terminé. Et là, il faut montrer à l'enfant. Ils vont essayer, ils vont dire, oh oui, mais attends, je finis ma phrase ou je finis ma page, maman. Donc, c'est vraiment de dire, OK, non, là, le temps de pause est terminé, on y va, on s'en va faire un autre 10 minutes et on laisse l'enfant aussi choisir qu'est-ce qu'il a envie de faire. Pour nous, ça change absolument rien, mais pour eux, c'est comme s'ils ont, en fait, ils ont l'impression et on leur donne le choix de, de faire des choix, en fait. Donc, on leur permet de faire des choix. Est-ce qu'ils ont envie de commencer par la conjugaison ou par les tables ou par ces mots de vocabulaire qu'on pourrait ajouter ici, par exemple? Donc, on permet à l'enfant de faire des choix, on le rend autonome et on fait en sorte qu'il soit investi encore plus dans ses apprentissages. Également, non, là? Très motivant. Laisse C'est passer, il y a sa très lampe de vélo. Attends, je vais juste fermer le micro. Tout. OK, parfait. Et en fait, le but étant que l'enfant se sente investi justement dans ses apprentissages, puis que lui choisisse l'activité qu'il a envie. Donc, ça devient déjà plus motivant de faire ses devoirs ou ses leçons. Après ça, il y a plein de jeux aussi qu'on peut apprendre la conjugaison des verbes ou les temps l'étape de multiplication, division, etc. Donc, il y a différentes façons. Dans un autre webinaire, on pourra justement vous proposer là, différentes ressources. Donc, ça peut être un exemple de routine le lundi. Et là, le mardi, on pourrait, par exemple, changer. Ah, ici, regardez. Le mardi, on pourrait, par exemple, laisser l'enfant choisir et là, au lieu d'être une pause de 5 minutes de lecture, ce sera un dessin. Encore une fois, on le fait avec l'enfant au début pour que la routine soit bien établie. Donc, on s'assure que ce soit fait comme il faut au début. Puis par la suite, on lui laisse un petit peu d'espace. Donc, on pourrait, par exemple, le faire avec lui lundi, mardi, mercredi et là, lui dire, OK, écoute, le jeudi, je vais essayer de voir si tu es capable de le faire toute seule. Garde, montre-moi que tu es capable, OK? Quand ta minuterie va sonner, montre-moi ce que tu fais. Moi, je vais être dans le cadre de porte, je vais être là, je vais t'observer, mais je ne serai pas avec toi physiquement en train de le faire parce qu'on le fait ensemble, puis là, tu es capable. Donc, le laisser tranquillement être autonome. Donc, c'est sûr que ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Là. On s'entend que 5e année et première année, c'est pas la même chose. 5e année, une journée habituellement, le faire avec votre enfant, après ça, lui laisser peut-être jour 2 et voir s'il est capable de l'appliquer. Et de le refaire aussi la semaine suivante parce que peut-être qu'il va vous dire: «Ah oui, OK, je suis capable» et là, vous allez voir: «Ah, ça va dévier un petit peu». Donc vraiment de l'accompagner aussi à travers les bons choix à prendre. Donc c'est comme une récompense, en fait, pendant qu'on apprend pendant qu'on fait nos leçons. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient échanger ou qui ont des commentaires ou simplement partager, des éléments qui fonctionnent, vous, de la façon dont vous gérez les devoirs et les leçons. Hem, donc si jamais il y en a qui veulent ouvrir leur micro, vous êtes vraiment les bienvenus. J'ajouterais quelque chose aussi. On parle souvent, je me suis fait poser souvent la question, est-ce que je devrais laisser mon enfant faire ses devoirs seul ou est-ce que je devrais l'accompagner? Donc, la question de l'autonomie. Puis, géniale, à cette question incroyable, il n'y a pas de réponse, mais on a une voie pour vous, dans le sens que, bien sûr, chaque enfant est différent, chaque famille est différente, mais c'est à vous, au final, de juger le degré d'autonomie de votre enfant et ce qu'il a besoin. Donc, on pourrait penser que plus que l'enfant est jeune, plus qu'il a besoin d'encadrement au départ. Mais l'idée, c'est que petit à petit, on le laisse de plus en plus autonome, jusqu'à temps qu'il soit 100% autonome. Donc, on ne va pas le laisser autonome si on ne juge pas qu'il est autonome. Puis ça peut être en première comme en 6e année.
Ça se peut, Mhm. des fois, il y a des élèves en sixième année qui ont encore besoin d'encadrement. Puis quand on parle d'encadrement, c'est juste de les réguler dans les tâches qu'ils ont à faire. Par exemple, un exemple ici que Sarah a donné sur combien de temps accorder à une tâche aussi, de ne pas laisser l'enfant non plus 1 heure sur un devoir parce qu'il n'arrive pas à résoudre un problème. On passe jamais plus que 5 minutes sur une question qu'on ne peut pas obtenir la réponse. Donc, pour générer du positif, puis pas non plus que ce soit une bataille contre l'exercice. Donc, vraiment plus d'être à l'écoute, mais toujours en ayant en tête que l'objectif ultime, c'est qu'il soit autonome et qu'il puisse le faire seul. Mais pour y arriver, c'est vraiment un détachement progressif et vous allez le sentir. Vous allez sentir les enfants de première année qui disent, ah non, je veux le faire tout seul, je veux le faire tout seul. Vous observez. Est-ce que réellement il est capable de le faire seul? Peut-être que oui pour certaines tâches, peut-être que non pour d'autres. Peut-être qu'il a besoin d'encadrement au départ et ensuite on le laisse petit à petit. Mais donc, c'est important à ce moment-là d'être à l'écoute puis de saisir ses besoins. Également, c'est important quand on parle justement d'autonomie. Quand les enfants, par exemple, bon, ils sont installés dans une tâche, ils doivent, par exemple, répondre à une question avant de leur donner la réponse. Parce que si, par exemple, ils réfléchissent, ah, je sais pas c'est quoi la réponse, maman, papa, c'est quoi la réponse, toujours les laisser réfléchir de nouveau encore, mais avec votre appui. Donc, en fait, vous allez le re-questionner. Donc, bon, on va aller relire la question ensemble. Si c'est un exercice de mathématiques, on va refaire le calcul ensemble. Donc, avant de donner la réponse, si par lui-même, il n'a pas pu établir les stratégies, de lui donner les stratégies, de le modéliser, mais sans jamais donner la réponse. Au final, la réponse, on va peut-être jamais la donner, ou on va la donner si vraiment on est arrivé au bout, puis que l'enfant a essayé plusieurs stratégies et qu'il n'y est pas arrivé. Des fois, il y a juste besoin d'avoir un soutien, mais pas nécessairement la réponse. Mais il va pas dire, maman, j'ai besoin de soutien, papa, j'ai besoin de soutien. Il va dire, c'est quoi la réponse? Parce qu'il va pas utiliser ce vocabulaire. Il va pas dire, j'ai besoin de soutien. Mais dans les faits, c'est ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de cet encadrement, ils ont besoin d'être accompagnés. Et petit à petit, laisser à eux-mêmes lorsqu'on voit que vraiment ça se passe aussi bien. Puis rien n'empêche de revenir parfois. Il peut y avoir des moments de l'année que c'est plus difficile, qu'on perd un peu de stabilité, des fois après les vacances, par exemple, puis que là, on a besoin de nouveau de repartir la routine. Puis après, une fois qu'on voit que c'est lancé, on le laisse aller, puis l'enfant, et à ce moment-là, est fier de lui. Il est vraiment fier de lui parce qu'il voit que, bon, si vous lui laissez du lousse aussi, puis vous voyez qu'il est autonome, puis que vous reconnaissez qu'il est autonome, il sait que c'est grâce à ses efforts, et il sait que c'est grâce à lui. Donc, à ce moment-là, ça renforce encore plus le désir de vouloir être autonome durant la période des devoirs. Tout à fait. Puis j'ajouterais aussi un élève qui est en difficulté. Donc, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Donc, un élève qui a besoin d'un peu plus de support, ben, à ce moment-là, on peut s'asseoir avec l'enfant puis faire les premières questions ensemble. Donc, OK, regarde, on va le faire ensemble, on trouve la réponse ensemble. Puis après ça, lui dire, OK, là, toi, tu t'en vas faire le numéro 3, 4 seul, puis je reviens. Donc, tranquillement, le laisser aussi progresser. Pas nécessairement faire tout avec lui, et pas nécessairement le laisser faire tout seul. Donc, trouver vraiment là, un juste milieu entre les deux. Donc, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. Donc, voilà, ça fait un petit peu le tour là, pour ce qui était de la période, en fond, des devoirs et des leçons, les routines qu'on peut établir. Est-ce qu'il y en a qui voudraient échanger? Question? Ellie, j'ai une question. Oui, Que- vas-y. Pardon, mon micro Alors, est éteint. Oui, oui, donc bonjour à tous, je m'appelle Michael, je suis le papa de Théo. Théo, il est en CM2, en Quinto, aussi, ici au Chili. Et une des difficultés qu'on a, c'est qu'il s'organise avec ses devoirs, c'est-à-dire qu'il soit capable de voir ce que j'ai à faire pour lundi, ce que j'ai à faire pour mardi, et qu'il puisse suivre et ne rien oublier, on va dire un peu ça comme ça. Parce que normalement, il n'a pas de difficulté à se mettre à travailler, il a des difficultés à s'organiser pour ne rien oublier. Et l'autre grande difficulté qu'il a, c'est il va se distraire très facilement. Et donc, s'il va faire une pause pipi ou s'il va chercher un stylo en haut, on va difficilement revenir sur son travail. Comment est-ce qu'on peut, avec les différentes étapes, leur apprendre un système d'organisation pour qu'ils réussissent à s'organiser un peu plus avec ces temps? Je sais que ça prend du temps, et c'est un peu dans toutes les activités de la maison et dans des activités qu'on fait même en dehors des devoirs, mais on n'a pas réussi. Même si
On a nous-mêmes nos propres systèmes, mais ça, on n'a pas vraiment réussi. Merci. Très bonne question, Michael. Bon, je vois tout à fait la situation. Je connais bien Théo également. Et donc, d'abord, je vous dirais, en ce qui a trait à j'ai oublié mon stylo, je dois aller faire pipi, on peut penser qu'on pourrait faire un genre de checklist avant de commencer la période des devoirs et leçons. Et cette checklist peut être bâtie avec l'enfant parce que, bon, chaque enfant a ses besoins différents. Et donc, ce serait, par exemple, on pourrait penser à une feuille qu'on imprime et c'est un checklist, une feuille qu'on coche, par exemple. Donc là, avoir tout son matériel et donc des choses à vérifier avant la période des devoirs et leçons. Donc, par exemple, je suis allée aux toilettes. J'ai tous mes crayons. J'ai mangé ma collation aussi. Pour pas manger la collation pendant la période des devoirs et leçons. C'est pas recommandé du tout parce que justement, ça distrait. J'ai mon matériel scolaire. Donc, bon, si par exemple, il faut qu'il termine une autre tâche. Donc, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, toutes les tâches qu'il doit faire ne sont pas nécessairement même reliées aux devoirs, hein. Mais j'ai vidé mon sac, par exemple. J'ai tout mon matériel. Et une fois que le checklist est passé, bon, ben, il commence. Donc, si, par exemple, il se distrait, il dit, ah, mais j'ai oublié tel truc, ben, il va regarder la liste. Et si c'est pas sur la liste, ça veut dire que c'est pas important. Parce que des fois, les enfants vont faire ça pour faire autre chose que de faire les devoirs, pour faire de l'évitement. Et donc, à ce moment-là, on voit la différence entre est-ce que vraiment il avait oublié son stylo ou c'était une tactique pour dévier de la tâche. Donc, si c'est inscrit sur la liste, il ne devrait pas avoir de problème. Sinon, ça veut dire, ah, mais non, ce stylo, tu n'en auras pas besoin pour tes devoirs aujourd'hui, ou c'est pas nécessaire, ou ah, mais j'aimerais avoir tel cahier. Non, c'est pas marqué que c'est dans la liste des nécessaires. Donc, à ce moment-là, on s'assure qu'il y a vraiment déjà tout son matériel avant de commencer. Et par rapport à s'organiser pour les devoirs dans la semaine, après, bon, ça dépend c'est quoi l'outil qui est utilisé par l'école, si c'est un agenda, des fois les devoirs sont en ligne ou peu importe. Mais je vous recommanderais de même à la maison, une fois que vous avez, je ne sais pas si vous avez les devoirs pour la semaine, mais de les noter sous forme même d'un calendrier visuellement, puis même de le mettre devant lui. Comme ça, il voit qu'est-ce qu'il y a. Et de lui faire le même genre de checklist qu'on avait pour ce qu'il faut faire avant les devoirs et leçons, le checklist à l'école de qu'est-ce que je dois amener à la maison. Parce que sinon, il va oublier ses cahiers à la maison. Parce qu'en même temps, ouvrir son agenda à l'école et de dire, bon, pour mercredi, j'ai un devoir de maths, pour jeudi, j'ai un devoir de français, pour vendredi, sciences. C'est pas marqué qu'il faut qu'il amène son classeur de sciences, qu'il amène son cahier quadrillé de tel truc, le cartable des verbes, je sais pas, peu importe. Donc, de se faire la liste de tout le matériel qu'il va avoir de besoin cette semaine-là et de la mettre dans l'agenda, comme ça, quand il arrive à l'école, au lieu de regarder même c'est quoi les devoirs et leçons à faire, il regarde c'est quoi le matériel à apporter. Et donc, il se concentre sur le matériel parce que sinon, c'est une double tâche. C'est de penser, ah, je dois faire mon devoir de mathématiques. OK, mais pour faire mon devoir de mathématiques, j'ai besoin de le cahier de notes, le manuel, la règle. On saute des étapes. Donc, de vraiment noter le matériel. Puis, une fois à la maison, on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec ce matériel. Merci beaucoup. Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec d'autres échanges, commentaires? Oui, juste une petite question. Oui. Est-ce est-ce que vous avez une idéale pour commencer les devoirs, pour programmer les devoirs? C'est vrai Un que idéal de moment de moment, ou de routine? J'ai pas compris. vous parlez de l'heure, hein, c'est ça? Vous Oui, parlez oui, oui, de l'heure? OK. Ah, OK. une heure idéale Oui. pour demander, pour amener les enfants à faire leur leçon, par exemple. C'est une bonne question. On a souvent justement cette question-là qui est posée. Moi, je vous dirais que ça dépend à quelle heure votre enfant revient de l'école. Donc, on a des enfants, par exemple, qui vont au service de garde, que les parents vont chercher vers 17h30, donc qui arrivent à la maison peut-être à 18h. Donc, ça fait beaucoup pour l'enfant. Donc, ça dépend aussi si au service de garde, l'enfant a du temps aussi pour faire ses leçons. Donc, je vous dirais, selon votre horaire personnel à la maison, soit, je dirais, avant le souper, si votre enfant n'est pas au service de garde, donc peut-être aux alentours là, de 16h30, et par la suite,
après le souper. Donc, ça dépend vraiment aussi de l'énergie de votre enfant, à savoir est-ce que votre enfant a besoin d'une pause quand il arrive normalement, il a besoin vraiment de déconnecter, ou est-ce que c'est trop tard après le souper, puis il est trop fatigué. Donc, ça vous aussi, je vous dirais d'essayer, donc de juger aussi selon votre horaire. Puis, on le sait aussi que chaque enfant est différent, puis parfois il y a deux, trois, quatre enfants durant dans la famille. Donc, idéalement, ce serait, moi, je vous dirais que tous les enfants le font en même temps, la période des devoirs. Donc, pas un avant, puis un après. Donc, vous êtes là à 100% avec les enfants, mais de trouver vraiment un moment qui conviendrait. Puis, pas plus que, je vous dirais, là, 20, 30 minutes maximum. Donc, on s'en va pas dans des périodes de devoirs et leçons d'une heure, là, pas du tout, du tout, du tout. Donc, c'est important, là, pour pas que l'enfant devienne démotivé. Puis, bon, parfois, OK, l'enfant a un examen, oui, on a de l'étude un peu, mais l'étude, on pourra en reparler justement durant un autre webinaire de ça, Kali. Au niveau au niveau du temps d'étude, mais normalement, idéalement, là, c'est d'aller vraiment étudier un petit moment à tous les jours, un 5-10 minutes tous les jours et non une heure la veille de l'examen. Donc, vraiment d'être capable de mieux s'organiser là au niveau de la gestion du temps. Alors, on va passer au deuxième point. Donc, comment aider son enfant à gérer ses émotions? Donc, encore une fois, on le dit souvent, mais c'est important justement d'être un modèle. Puis, bon, être un modèle, c'est aussi, on n'est pas parfait, hein. On n'est pas parfait, c'est aussi être authentique avec nous-mêmes. Puis ça va arriver qu'on va se fâcher, ça va arriver que parfois on ne sera pas nécessairement le meilleur modèle, mais d'être doux aussi envers nous-mêmes, hein. On fait du mieux qu'on peut. Donc, premièrement, quand un enfant là, vit une émotion assez intense, donc comment est-ce qu'on l'explique aussi? Puis ça, vous pouvez prendre un moment pour justement expliquer ça à votre enfant. Donc, je prends souvent l'exemple de, on est à la plage, on a les pieds dans le sable, et là, on voit une très grande vague arriver vers nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'ignore, puis on reste avec nos pieds dans le sable? Ou est-ce qu'on commence à marcher un petit peu puis à faire du mouvement? Donc, si on ignore en fait l'émotion qui va arriver, on ignore la vague, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'émotion, bien, il va y avoir une crise, hein, ça va exploser un peu comme un volcan. Alors que si on prend, je vais juste changer de couleur pour mieux voir. Si on prend l'émotion ici, où ça monte un petit peu, bien, on a vraiment le temps de mieux la gérer sans que ça l'explose aussi en crise. Donc, c'est de montrer à l'enfant aussi comment arriver là. Donc, quand il sent que l'émotion arrive, donc là, on va aller expliquer à l'enfant, par exemple, OK, tu vas peut-être le sentir dans ton ventre, tu vas peut-être avoir les sourcils qui vont froncer, tu es moins patient, peut-être les poings qui vont serrer. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est là que c'est le temps de pause. Donc, un temps de pause seul. Donc, une routine, encore une fois, une routine qui est préétablie. Notre enfant le sait. Quand l'émotion arrive, qu'elle devient trop forte, il sait qu'il doit se retirer. Puis là, on peut lui montrer justement plusieurs stratégies. Donc, il peut avoir la bulle, les techniques de respiration, musique douce dans sa chambre, mais vraiment lui laisser ce temps-là de pause, de retrait seul. Ensuite, on peut faire un retour avec l'enfant, donc mettre des mots sur nos émotions. Donc, on peut avoir justement un tableau qu'on affiche dans sa chambre. Donc, je vous donne un exemple. Donc, que l'enfant est capable vraiment d'aller nommer, OK, est-ce qu'en ce moment, je me sens fatiguée? C'est pour ça que je manque de patience. J'ai pas envie. Je suis fatiguée de ma journée. J'ai une grosse journée à l'école. Est-ce que, au contraire, je suis excitée, je suis pas capable de contenir mon émotion, puis je bouge beaucoup? Est-ce que je suis stressée par rapport à, je sais pas, un événement qui s'est passé à l'école, je me suis chicanée avec une fille? Est-ce que je suis déçue? Est-ce que je suis heureuse? Donc, être vraiment capable de mettre des mots sur les émotions. Puis, c'est sûr qu'il faut avoir vu ces émotions-là avec l'enfant, donc lui avoir vraiment expliqué en quoi ça consiste. C'est quoi être, je pense aux plus jeunes, c'est quoi être fatigué, c'est quoi être fâché, comment est-ce qu'on sent dans le corps. Donc, donc voilà. Ensuite, de faire le retour justement, donc avec votre enfant, donc avoir une discussion
question. OK, comment tu t'es sentie? Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent comme ça pour éviter? Bravo, tu as été dans ta chambre toute seule, tu as fait preuve d'une belle stratégie. Donc, faire du renforcement aussi positif en tout temps. Ali, est-ce que tu peux ajouter un petit quelque chose? Ou que Ah, ton micro, ma belle. Oups, pardon. Je disais, c'est intéressant, oui, quand on dit qu'il faut être un modèle, en fait, c'est qu'on revient à la modélisation. D'être un modèle, ça ne veut pas dire qu'on montre comment on gère nos émotions, c'est plutôt montrons de quelle façon on peut les gérer quand ça ne va pas. C'est comme ça que l'enfant va apprendre, parce que si l'enfant, il voit aussi que tout va toujours bien, euh, à quelque part, il n'apprend pas non plus qu'est-ce qui se cache derrière, puis il n'apprend pas de quelle façon gérer la colère, gérer la peine, gérer l'impatience. Puis on sait que les enfants, ils ont beaucoup de difficultés à gérer l'impatience. Donc, s'ils le voient chez vous, de quelle façon vous le gérez ou comment vous réagissez, c'est comme ça qu'ils apprennent. Puis même si, par exemple, il y a un moment que vous ressentez une émotion forte et que l'enfant le voit, et qu'après, vous revenez vers ça et qu'il voit de quelle manière vous revenez au calme, ça, c'est le meilleur exemple. Parce que l'enfant, il a vu que, ah bon, ben, on peut être fâché, mais on revient au calme après. Donc, Oui. il apprend, puis c'est d'avoir ces discussions avec l'enfant on peut ressentir des émotions. Nous aussi, on en ressent en tant qu'adulte et on va pratiquer des techniques pour revenir au calme. Donc, toujours dans l'authenticité, c'est la meilleure façon de pouvoir les guider. Plus loin, on a mis aussi le thermomètre de la colère qui peut être un autre outil à utiliser. Si tu veux descendre un peu plus bas, donc il y avait le tableau des émotions. Ça peut aider les enfants aussi à mettre des mots sur comment est-ce qu'ils se sentent. Donc, on peut demander, par exemple, à l'enfant d'aller mettre un autocollant sur le thermomètre de la colère. Donc, à quel niveau tu te sens en colère? Est-ce que tu es un petit peu en colère? Est-ce que tu es très en colère? Est-ce que tu es furieux? Donc, de vraiment montrer aussi qu'il y a différentes variations de l'humeur. Donc, quand on est fâché, c'est pas juste on est fâché. On peut être un petit peu fâché, moyen fâché, très fâché. Et donc, de quelle façon est-ce qu'on va redescendre vers le bas? Donc, que l'enfant puisse lui-même voir que, par exemple, lui, il peut se réguler sur le thermomètre de la colère. C'est génial parce que, par exemple, au début, par exemple, il le met en haut, il est furieux, il se calme, il prend un temps pour se gérer, il revient et lui-même peut descendre l'autocollant à mécontent. Ah bon, ben maintenant, on voit que l'émotion, elle a diminué, puis il le voit visuellement que l'émotion, elle n'est plus dans le rouge, mais elle est rendue dans le jaune, donc ça va un peu mieux jusqu'à temps qu'on revient au calme. Et ce que Sarah expliquait aussi, donc la troisième étape qui est la discussion, c'est important que ce soit toujours une fois que l'émotion est passée. Donc la première étape, c'est pas d'en discuter, c'est que l'émotion passe, puis une fois que c'est passé, ben à ce moment-là, on est en mesure de pouvoir en parler, puis l'enfant va être disponible. Parce que sinon, il ne sera pas disponible, il va juste être dans son émotion, il va vouloir faire valoir son émotion. Donc, on écoute, on l'entend, on respecte l'émotion, on l'aide à la faire partir, puis ensuite, on peut aller en parler. Puis c'est à ce moment-là qu'il va être beaucoup plus collaboratif. Tout à fait. Échange, questions. Alors, on va On peut continuer. continuer. Ouais. OK. Alors, on va passer maintenant à l'anxiété. Donc, un enfant qui vit de l'anxiété. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut aller faire je vais faire aussi un exemple, je vais faire un petit atelier avec vous de respiration. Ça va durer 2 minutes, mais c'est quelque chose qu'on peut justement montrer à l'enfant. Donc, premièrement, lui montrer à se recentrer. Donc, ça peut être une représentation imagée aussi. On peut lui demander de se rappeler d'un moment calme, donc à la plage, ou une odeur qu'il aime, donc de se recentrer sur ses sens. On peut aussi lui permettre d'avoir quelque chose de doux dans les mains, quelque chose qui l'apaise. Un toutou, une couverture. Donc, puis vraiment d'aller dans notre monde intérieur, donc de montrer à l'enfant comment est-ce qu'il se sent. Donc, encore une fois, ça revient à mettre des mots sur l'émotion. Donc, à quel endroit est-ce qu'il ressent l'émotion? Est-ce que c'est plus dans son ventre? Est-ce que c'est plus ici, c'est serré au niveau de la respiration? Donc, dépendant de l'émotion, puis dépendant aussi de l'enfant, ça va varier. Donc, vraiment, lui permettre de l'encourager, en fait, à aller à l'intérieur de lui, puis voir à quel endroit est-ce qu'il ressent cette émotion-là. Puis on veut, dans le fond, réguler vraiment le système nerveux. Donc, on veut que l'enfant soit
en mode parasympathique et non sympathique. Donc, parasympathique, en fait, c'est où on se sent calme, où on est posé. Le mode sympathique, c'est plutôt là, quand il y a un événement qui arrive. Donc, on peut penser que, je sais pas, là, on donne souvent l'exemple d'un lion qui nous poursuit. Donc, c'est une anxiété qui est faite suite à un danger, mais on veut pas aller dans ce mode-là quand il n'y a pas de danger. Donc, c'est vraiment d'aider l'enfant à se réguler. Donc, je vais faire un exercice avec vous. Donc, je vais vous demander juste de fermer les yeux tranquillement. Puis de relâcher vos épaules. Donc, commencez vraiment à être conscient de votre respiration. Puis, quand vous allez inspirer par le nez, vous allez gonfler votre ventre. Donc, le ventre se gonfle comme un gros ballon. On respire par le nez. Puis ensuite, on va aller expirer par la bouche. Donc, on peut vraiment, vraiment relâcher tout. On peut aller mettre notre menton vers notre cou, puis relâcher le cou. On est vraiment mou dans les épaules. On inspire par le nez pour 4 secondes. Le ventre se gonfle, gros, gros, gros comme un ballon. On inspire par le ventre vraiment. Et on relâche, on expire par la bouche tranquillement. Donc, vous pouvez faire ces respirations-là encore à votre propre rythme pendant 2 autres inspirations complètes. Et une dernière. Et on prend conscience de comment on se sent, quel effet est-ce que ça a sur nous. Et tranquillement, on peut ouvrir nos yeux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les enfants, leur montrer comment se recentrer. Puis là, je l'ai fait pour un 4, on le fait pour environ 4-5 respirations, mais on pourrait le faire là, une dizaine de fois, puis montrer vraiment à l'enfant comment se réguler. Et ça a un effet automatique. Ça nous calme, ça nous recentre. On peut ajouter justement des petits instruments de musique. Donc, on peut aller travailler ça avec l'enfant. Ça peut être aussi, parfois, on a des enfants là, qui ont comme des lézards, hein, des lézards là, avec des billes assez pesants. On peut mettre sur les épaules, donc ça a vraiment un effet apaisant. Donc, ça, c'est une technique justement de respiration. Bon, il y en a plusieurs aussi, mais qui est rapide, qui a un effet très rapide et très calmant chez l'humain. Alors, on peut continuer. Kali, je te laisse continuer. Oui, alors comment soutenir son enfant dans la confiance en soi? Pourquoi on parle autant de confiance en soi? C'est la base au final des apprentissages et nous, ce qui nous passionne le plus justement dans tout ce qui est le développement de l'enfant, c'est le développement d'abord de ce petit être humain qui se développe et ça passe par la confiance en soi parce que c'est la porte d'entrée pour les apprentissages. Donc, un enfant qui se sent capable d'apprendre va être beaucoup plus enclin à apprendre qu'un enfant qui pense qu'il n'est pas capable d'apprendre. Et des fois, c'est aussi simple que ça. Donc, la base de tout, travailler la confiance en soi. Donc, de vivre des réussites. Puis quand on parle de vivre des réussites, c'est pas nécessairement de vivre des réussites académiques à l'école. Donc, de réussir un exercice ou avoir une bonne note à une évaluation, ça devrait pas du tout aller vers là. Donc, quand on parle de vivre des réussites, c'est des petites réussites quotidiennes. Donc, il faut penser que tout ce qu'on vit un peu dans notre vie, ce sont des écosystèmes qui interagissent entre eux. Donc, ce qu'on vit à la maison, ce qu'on vit avec les amis, dans les activités parascolaires, avec les grands-parents, la fin de semaine, à l'école. Donc, tout ça, ce sont comme des cercles qui s'entrecroisent. Et donc, si on vit des petites réussites un peu partout de temps en temps, bien, ça va venir alimenter les autres sphères et ça va renforcer le sentiment de compétence de l'enfant. Donc, on peut commencer avec des choses toutes simples. L'enfant a réussi à, bon, nettoyer son assiette, ranger ses choses après le souper. Il a réussi à faire son lit. Donc, les petites réussites de la maison. Il a rangé son bac à jouets. Il est prêt à temps pour l'école.
Donc, n'importe quelle petite réussite qu'on peut voir au quotidien, juste les souligner. On ne va pas nécessairement faire, bon, la fiesta, tu as fait ton sac à dos, mais juste de le nommer, de le féliciter. Puis comme ça, il se sent compétent par rapport à quelque chose. Et ce sentiment de compétence grossit petit à petit. C'est comme une petite boule d'énergie qui grossit, qui grossit, qui grossit. Puis à un moment donné, il est prêt à se sentir plus compétent pour une tâche plus grosse, comme par exemple apprendre à lire. Puis ça, je l'ai beaucoup remarqué avec les enfants. J'ai travaillé beaucoup avec des élèves qui étaient plus jeunes, qui apprenaient la lecture, donc du premier cycle. Et les enfants qui avaient un blocage en lecture, c'est souvent parce qu'ils manquaient de confiance en eux. Parce que comme c'est une grosse tâche, la lecture, ben, ils ont peur de ne pas réussir, ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Mais ils peuvent tous y arriver. C'est vraiment juste, ça a l'air cliché, mais c'est une question d'y croire, mais il faut amener l'enfant à y croire. Mais comment l'enfant, il peut y croire si lui-même ne se sent pas compétent dans rien? Pourquoi tout à coup il serait capable de lire? C'est ça qui se dit dans sa tête. Donc, c'est pour ça qu'on va l'amener à vivre des petites réussites. Donc, si par exemple, il aime faire du dessin, il aime lire des livres, ben, regarder les images, il aime jouer à un jeu, pratiquer un sport, comprendre une partie de soccer à la télévision, n'importe quoi. Donc, une petite réussite que vit l'enfant, on le souligne, on le nomme, et au fur et à mesure, ça construit sa confiance en soi. Puis, il arrive dans des contextes plus challengeants, on peut dire, et il va se sentir compétent pour apprendre. Et par exemple, si on pense à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, qui est quand même assez ardu chez les jeunes enfants du premier cycle, d'aller célébrer les réussites, c'est vraiment justement d'y aller un pas à la fois. Donc, tu as été capable de lire une lettre, tu as été capable de lire une syllabe, tu as été capable de lire un mot, tu as été capable de lire une phrase, un paragraphe, une histoire. Là, tu as lu l'histoire, mais tu n'as pas compris l'histoire. Donc, après, la prochaine étape, c'est que tu auras compris l'histoire, tu auras compris la phrase. Donc, vraiment d'y aller progressivement et de respecter son rythme. Puis, si on voit qu'il y a encore besoin de relire les mêmes mots, les mêmes phrases pour se sentir compétent, ben on le refait. C'est avec la répétition. Puis, à un moment donné, lui-même va trouver ça trop facile. Puis, c'est à ce moment-là qu'on peut lui présenter une tâche un petit peu plus difficile. Donc, ça va de soi avec le renforcement positif. Donc, c'est ce qu'on disait, donc de souligner les petites réussites. Féliciter au lieu de punir. Donc, par exemple, un enfant qui a bien fait quelque chose une fois sur trois, ben, on va dire bravo, tu as réussi une fois sur trois au lieu de dire tu as échoué 2 fois sur trois. Donc, toujours voir le verre à moitié plein et non à moitié vide parce que l'enfant va seulement se souvenir de ce qu'on a dit. Le miroir, donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire avec les enfants pour dire des affirmations positives. Donc, l'enfant se place devant le miroir et il se dit à lui-même des affirmations positives, comme je suis, par exemple, je suis bon en danse, j'aime faire telle chose, je suis capable d'apprendre, je persévère. Donc, que des affirmations positives, mais en se regardant dans le miroir. Donc, il fait vraiment face à lui-même et ça a vraiment un effet Mm. impactant chez les enfants. Donc, je sais que toi, Sarah, tu le pratiquais beaucoup avec les enfants, puis on Oui, peut vraiment voir les effets. Au début, ils sont un peu timides ou même avec eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas habitués de faire ça, mais on se rend compte au final que ça a vraiment un effet bénéfique parce que c'est de eux à eux qui se font ces commentaires. tout à fait. Moi, je vais ajouter un petit quelque chose là-dessus. J'avais un miroir à l'extérieur justement de la classe. Donc, avant que les enfants entrent dans la classe, ils devaient se regarder dans le miroir. Moi, je travaillais avec les plus vieux, 5e, 6e année, 4, 5, 6, pendant plusieurs années. Puis, ils devaient nommer, OK, trois traits de personnalité. Comment j'ai envie d'être aujourd'hui? Donc, j'ai envie d'être patient, j'ai envie d'être aidant et j'ai envie d'être persévérant. Donc ça, c'était leur défi pour la journée, puis de toujours se rappeler du défi qu'ils s'étaient donné. C'est pas moi qui leur avais donné ce défi-là. Ils étaient libres de choisir comment ils avaient envie d'être. Et ça a tellement eu d'impact incroyable, autant au niveau d'eux, mais aussi que tout le monde, on le fasse ensemble. Donc, de le faire avec votre enfant aussi, c'est vraiment quelque chose de magique parce que, encore une fois, on leur montre le modèle. Et les crayons effaçables aussi dans le miroir, ça aussi, ça peut être quelque chose de bien. Est-ce que quelqu'un aimerait échanger, ajouter quelque chose qui fonctionne avec vos enfants au niveau de la confiance en soi? Sentez-vous libre là, Moi, d'ouvrir votre micro. j'ai, j'ai une question aussi, Michael, à nouveau. Oui, Michael. Ben oui. Je voulais vous poser une question
Moi, j'ai été directeur d'un club sportif de ski et, et, et aujourd'hui, je travaille aussi avec certains parents d'enfants à besoins spécifiques, par exemple des parents d'enfants dans le spectre autistique. Et une des choses que l'on travaille le plus, c'est notre rôle en tant que parent ou notre rôle en tant que coach. Et certaines fois, on a appris ça à partir du coach de l'équipe allemande. Et il nous disait, quel est votre rôle en tant que coach? Et on disait, c'est apprendre à nos élèves ou à nos coureurs ou les corriger. Et finalement, le terme qu'il a employé me semblait très intéressant. Et il disait, c'est pas exactement ça, c'est en fait, c'est permettre un environnement qui permette que l'enfant apprenne. Et Hmm. dans cet environnement, parce que on peut essayer de lui apprendre, mais c'est lui qui va apprendre. On ne peut pas le forcer à apprendre d'une Mhm. certaine façon. Et donc, pour nous, mettre l'environnement correct, c'était choisir une pente de piste qui était correcte pour l'exercice qu'il doit faire. C'était que ça soit un endroit de confiance où il pouvait tomber ou apprendre et progresser. Et on a commencé à travailler beaucoup sur prendre conscience. C'est-à-dire que quand ils arrivaient en bas de la piste, au lieu de leur corriger, on leur demandait qu'est-ce que tu as senti? Et ils nous regardaient, ils ouvraient Mhm. grand les yeux comme ça, et ils me disaient, bah, je sais pas, ils attendaient qu'on les corrige en fait. Et ils me disaient, je me suis bien senti ou pas bien senti. La question, c'était pas si tu te sentais, comment tu te sentais, mais qu'est-ce que tu as senti? Tu as senti que tu étais équilibré, que les portes arrivaient très vite sur toi ou que tu avais le temps, mais je ne réussis pas à trouver ces éléments de confiance par rapport à des sensations pour les études. Et là, je vous pose un peu la question. Je trouve que vraiment, on apprend quand on prend conscience de quelque chose, mais comment est-ce qu'on peut faire ça dans le cadre scolaire? Parce que dans les sensations, dans un sport, c'est où, par exemple, au tennis, j'ai senti le sweet spot dans la raquette ou des choses comme ça. Comment est-ce qu'on fait ça un peu pour les apprentissages académiques et scolaires? C'est une belle question. En fait, je peux répondre, Kali, t'ajouteras par la suite. Moi, je trouve que pour vraiment les renforcer la confiance en soi, qu'est-ce qui fonctionne avec les enfants, c'est de partir d'une tâche plus facile. Donc, on le voit aussi dans les cours qu'on donne. Donc, certains enfants, même s'ils sont en troisième ou en quatrième, donc des enfants, par exemple, qui sont en difficulté, on va aller avec des cours un petit peu plus faciles, où on va réduire la tâche. Donc, par exemple, il y a, je sais pas, 15 mots de vocabulaire. On va vraiment aller couper la moitié, puis on va se concentrer sur 7 mots de vocabulaire, 7, 8, pas plus. Donc, on réduit, on simplifie pour que l'enfant puisse vivre des réussites. Ce que j'ajouterais aussi en lien avec ce que tu parlais, Michael, de l'environnement, puis je trouve ça très intéressant d'ailleurs que vous avez eu ces réflexions dans le club de ski. Je trouve que c'est tout à fait adapté. Et si par exemple on prend l'exemple dans classe en tant qu'enseignante, c'est un peu le même principe. Nous, on est de la philosophie que nous ne sommes pas les transmetteurs de connaissances, mais on crée les conditions nécessaires à l'apprentissage où l'enfant apprend. Donc, dans ce cas-ci, si on va plus du niveau scolaire dans la classe, l'enseignant met en place les conditions d'apprentissage, c'est-à-dire des tâches de travail adaptées au niveau des élèves. Et à ce niveau-là, il y a de la différenciation selon le niveau. Comme disait Sarah, par exemple, on va y aller avec des tâches plus faciles si les élèves en difficulté. De un. De deux, si on reste juste dans la classe, puis après, on va les passer à la maison, mais pour qu'on voit un peu le parallèle. De deux, les conditions dans la classe. Donc, un endroit calme, propice aux apprentissages, pas trop de stimulation, par exemple, visuelle sur les murs ou auditive. Donc, on va aller réguler les conditions environnementales de la classe. Ensuite, on va aller réguler les interactions avec les enfants. Donc, on va leur instaurer des routines de travail où est-ce qu'ils ne sont pas nécessairement à côté de leurs amis, où est-ce qu'ils vont être capables de travailler calme. Donc, on va présenter des situations d'apprentissage qui sont motivantes, qui sont stimulantes, qui vont engager les élèves dans la démarche et qu'ils auront envie d'apprendre. Donc, par des projets, par exemple, on travaille beaucoup par projet, en leur présentant des tâches qui sont concrètes et qui vont leur servir à quelque chose. Donc, l'enseignant, dans ce cas-ci, crée les conditions nécessaires pour que l'enfant puisse se développer.
et apprendre. Et donc, par là, on embarque la confiance en soi et la persévérance scolaire parce qu'on va s'assurer donc que l'enfant se sente calme, confiant pour qu'il puisse apprendre à travers la situation d'apprentissage. Donc, on peut aussi transposer ça à la maison. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'enfant se développe de manière adéquate ou puisse réaliser ses travaux scolaires de manière adéquate? C'est en mettant les conditions nécessaires d'un environnement propice à l'étude. D'où les réflexions qu'on a eues au début du webinaire par rapport aux devoirs et leçons, donc de quelle manière instaurer les routines efficaces. Au final, d'instaurer les routines, ça va être ça, mettre l'environnement adéquat pour l'enfant. Donc, à travers cette structure, c'est l'enfant qui va pouvoir se promener et apprendre. Comme on peut penser, par exemple, le parallèle à travers la structure de la pente de ski et les indications du moniteur et la pente choisie et le temps là, c'est l'enfant qui va aller le faire. Donc, c'est un peu la même chose avec l'instauration des routines à la maison et des devoirs et leçons. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Michael. Oui, ça répond en une grande partie, mais après, il y a quelque chose qui me manque, c'est c'est justement les sensations. C'est Mm. en fait, pourquoi est-ce que tu skis? Et si moi je pouvais te dire que je skie parce que j'adore le vroom, et ça, même si j'ai gagné ou j'ai pas gagné, je peux toujours essayer de sentir cette sensation. Et si aujourd'hui il y avait pas beau temps, il y avait mauvais temps, ou il y avait ci ou il y avait ça, mais j'ai essayé de connecter avec ces sensations et j'ai appris quelque chose. Par exemple, que quand il y avait une journée de lumière plate et comme ça, il faut que j'apprenne à sentir plus le terrain. Et je cherche quelque chose, une analogie similaire dans les études. Pourquoi est-ce que je vais en cours? Qu'est-ce que Ouais. j'aime de ça? Et si j'ai cette sensation, même si j'ai pas eu un 20 sur 20, même si j'ai pas tout compris, même si ça dépend il y a quelque chose qui dépend de moi, en fait, mais qui me ramène toujours dans le présent et qui me donne une distance du résultat. C'est ça, en fait. C'est que j'aimerais quelque chose qui t'aide à être présent, à que ça dépende de toi. C'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Même s'il n'y avait pas une note, tu le ferais parce que tellement tu l'aimes et que ça t'aide à être très calé sur le présent et te distancier du résultat, en fait. C'est ça que j'aimerais. Oui, tout à fait, je comprends ce que tu veux dire. Je rebondis sur ce que j'ai dit un peu avant par rapport à, par exemple, dans le cadre, l'enseignant va proposer des projets stimulants. Mais ça dépend de la façon dont c'est présenté. Mais par exemple, à travers le projet, l'idée, c'est que l'enfant puisse en faire son projet personnel, de j'ai envie de faire ce projet pour apprendre telle chose. Et au final, c'est un peu ça la base de la pédagogie par projet. C'est on va présenter des thématiques et les enfants vont un peu développer le projet en collaboration aussi avec l'enseignant pour trouver leur purpose dans ça. Et à travers ça, ils vont apprendre, ils vont ils vont sentir qu'ils ont réalisé quelque chose, qu'ils ont construit quelque chose, il y a une finalité au projet et ils vont voir à travers ça, eh bien, j'ai appris ça, 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 et ils se sentent plus compétents et ils sentent qu'ils ont grandi parce qu'ils sentent qu'ils ont appris des choses, mais qui vont leur servir à quelque chose parce que c'est concret. Mais si on enlève la partie concrète, si on enlève le projet, il y a rien de concret. D'où l'importance de justement pouvoir travailler avec ce type de pédagogie. Bon, là, on parle beaucoup de la salle de classe. C'est pas nécessairement tous les enseignants qui travaillent comme ça. Mais la pédagogie par projet, c'est ça les fondements de la pédagogie, c'est justement d'engager l'enfant dans une démarche d'apprentissage pour qu'il soit maître et responsable de ses apprentissages, pour qu'il ait envie lui-même de marcher et faire de son chemin jusqu'au sommet. Et à travers tout ça, il prend conscience de qu'est-ce qu'il apprend, il prend conscience de comment il se développe et il prend conscience de surtout qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre pour arriver à la solution. Et c'est là qu'il va aller chercher dans les connaissances antérieures ou il va aller chercher les apprentissages qu'il a fait pour les appliquer à une situation donnée. Et pour ça, il faut que l'enfant ait d'abord la motivation d'arriver au sommet. Et pour avoir la motivation d'arriver au sommet, il faut qu'il soit engagé dans ce projet motivant. Donc, d'où l'importance de la collaboration et de la création de ces projets-là avec les enseignants. Donc, Oui. c'est quelque chose qui peut se faire en classe euh, assez facilement. Tout à fait. Tu sais, moi, je pense à des élèves aussi que j'avais qui terminaient plus rapidement ou des élèves en douance, mais chacun avait son propre projet qui était associé avec sa passion. Donc, j'avais un élève, lui, il adorait tout ce qui touchait à l'écriture. Donc, on a fait un livre, un roman. Donc, il avait le droit dans ses temps libres, justement, quand il avait terminé. Donc,
souvent, on pourra faire un autre webinaire là-dessus, Cali, au niveau des On a une liste. projets. On a une liste, ouais. Donc, c'est d'aller trouver aussi les passions de l'enfant. Donc, qu'est-ce qui le motive, votre enfant? Est-ce que c'est les arts? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que ce sont les sciences? Donc, il y a quelque chose dans une des notions, une des matières qui vient chercher puis qui est content de faire puis il aimerait ça apprendre encore plus. Est-ce que c'est un projet sur les lézards? Donc, on peut aller chercher à la bibliothèque plein de livres sur les lézards, on peut faire des recherches. Donc, il y a beaucoup d'éléments, de projets qu'on peut monter là, en collaboration. Je voudrais rebondir un peu sur la question que Cynthia a posée, mais comment faire pour que l'enfant ait une motivation intrinsèque s'il n'aime pas l'effort et l'école? Très bonne question. En rebondissant sur ce que Sarah, tu viens de dire, donc dans le fond, c'est de partir d'un intérêt qui lui est propre, qui n'a aucun lien avec l'école ou l'effort. Comme tu disais, Sarah, s'il aime les lézards ou s'il aime quoi que ce soit. À partir de cet intérêt, essayer de trouver un projet qui peut s'en découler. Quand on parle de projet, ça peut être une tâche. Je vous donne un exemple. Organiser son anniversaire. Quel enfant n'aime pas célébrer son anniversaire? Célébrer l'anniversaire, c'est l'histoire d'une vie. Donc, par exemple, l'enfant, s'il aime célébrer son anniversaire, bon, ben, vous pouvez lui donner ça comme projet pour célébrer ton anniversaire. Et donc là, il y a plusieurs étapes qu'il va falloir faire, et dépendamment de l'âge de l'enfant, les apprentissages scolaires, même vous à la maison, vous pourriez mettre en place ce type de projet. Donc, de rédiger les cartes d'invitation, de faire un budget, d'observer différentes propositions de où est-ce qu'on va le faire. OK, on va aller faire l'anniversaire au bowling, on va aller calculer la distance pour aller jusqu'au bowling, on va aller calculer les kilomètres. Donc, il y a plein d'apprentissages qu'on pourrait mettre à l'intérieur de ça. On va aller acheter les sacs surprises, les collations, on a un budget à respecter, combien ça va coûter. Donc, à partir de quelque chose qui motive l'enfant, essayer d'intégrer quelques petits apprentissages. Bon, là, on parle de la maison parce qu'on est avec vous, les parents. C'est le genre de projet qu'on ferait en classe avec des élèves, mais que vous pouvez, sans nécessairement que ce soit un projet structuré, faire de petites actions comme ça pour les amener à consolider ces apprentissages, mais dans des tâches concrètes qui les motivent. Mhm. Mariana, tu as une question? Oui. Dans le fond, juste ajouter, moi, ma fille, ben, dans le fond, Léana, elle est très difficile quand on apporte le sujet de l'école. Elle aime pas ça. Elle a eu une année un peu difficile là, en troisième année. Fait que, tu sais, pour elle, c'est toujours démotivant, tout ce qui était ses cours. Fait que toute matière, même si je savais qu'elle l'aimait, c'était tout le temps un refus. Non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas. Fait que la façon qu'on a fait, c'est qu'elle a quand même beaucoup de matières, tu sais, les sciences, elle a musique, anglais, français, maths. Euh, Puis ce que j'ai fait, c'est vraiment, on a comme catégorisé un peu ses cours pour justement chercher la motivation de, ben non, t'aimes full l'anglais, ça se passe super bien. Puis d'essayer d'emmener mettons, son français, elle a beaucoup de difficultés, fait qu'elle aime beaucoup moins la matière. Fait qu'essayer d'encourager le fait que, écoute, tu as des forces dans plusieurs matières, mais tu peux pas être bonne partout. Fait qu'il faut que tu ailles rechercher un peu soit ta lacune, il faut que tu travailles un peu plus, mais il y a quelqu'un dans ta classe qui travaille peut-être un peu plus l'anglais. Fait que, tu sais, pas se comparer à d'autres enfants un peu, mais en même temps, ça l'aidait à, OK, c'est pas juste moi qui a de la difficulté. Fait que ça la conscientisait que c'était pas juste elle. Fait qu'elle se sent plus solo là-dedans. Elle réalise qu'il y a d'autres élèves qui ont peut-être pas de difficulté en français, mais ils ont des difficultés en mathématiques. Fait que c'est juste, je l'ai ouvert un peu à cette vision-là, puis ça l'a beaucoup aidé. Puis les courses de cet été ont vraiment été de grande aide. Hmm. Merci, merci beaucoup du partage, Mariana. Puis je rebondis aussi sur ce que tu viens de partager, aussi au niveau de la comparaison, donc entre les frères et sœurs aussi. Donc d'inviter les enfants à vraiment valoriser leurs forces et non d'y aller dans la comparaison, à être inspirés. Au lieu de ressentir de la jalousie ou j'ai envie moi aussi d'être comme ça, mais de le voir comme une inspiration. Hey, wow, cette personne-là, elle est capable de faire ça. Moi aussi, j'ai envie, puis j'ai envie d'apprendre. Je vais aller lui demander qu'elle me le montre. Donc, de le voir, de changer cette perception-là de ah, moi, je suis pas capable de faire ça. Donc, merci du partage. Merci, Mariana. Puis oui, si je peux ajouter, les enfants ont tendance à plus voir leurs difficultés qu'à voir leurs progrès. Donc, de
l'amener de cette façon-là, puis de vraiment, même visuellement, on peut le dessiner ou l'écrire ou même le dire comme vous l'avez fait, de dire, mais non, en fait, c'est peut-être juste en français que tu as des difficultés ou peut-être juste en géographie, je sais pas, mais en anglais, ça va bien, en mathématiques, ça va bien, donc qu'elle voit qu'au final, c'est pas si pire et que c'est pas l'entièreté, puis ça travaille la confiance en soi, ça fait vivre des réussites, puis l'enfant voit qu'il est plus fort dans certaines matières et dans d'autres matières non, puis c'est comme ça, puis c'est la vie, puis même dans d'autres compétences, que ce soit des compétences sportives, il y en a qui sont plus agiles dans un sport que dans d'autres, dans des langues, dans des habiletés sociales, puis oui, puis même d'amener les enfants à valoriser ça, les habiletés sociales, on en parle peu, mais il y a des enfants qui ont de très bonnes habiletés sociales, euh, qui sont pas gênés, qui parlent ou qui se font rapidement des nouveaux amis ou qui ont une belle écoute. Puis c'est important aussi de valoriser ça chez les enfants parce que je pense qu'ils ne se le font pas souvent dire non plus. On valorise beaucoup les bons comportements, mais d'aller pointer certains gestes d'amitié qui sont positifs aussi. Donc, même envers les frères et sœurs, envers les membres de la famille ou même envers eux-mêmes. Donc, la patience, l'écoute, la générosité, tu souris, tu es joyeux, tu amènes de la joie dans la vie des autres. Ça aussi, au final, si l'enfant a des difficultés scolaires, mais que le côté social est très fort, ben, d'aller renforcer ça puis de montrer que Tout à c'est fait. tout aussi important puis de donner des exemples concrets dans la vie de tous les jours de gens qui ont très bien réussi parce que justement, ils ont ce côté entrepreneurial ou cette personnalité. Puis c'est ça au final qui va t'amener loin aussi parce que tu as ces compétences intrinsèques. Mhm. Merci du partage. Est-ce que quelqu'un d'autre avait envie d'échanger? Alors, on va terminer avec le dernier point au niveau de la persévérance. Donc, faire vivre des réussites. Donc, ça va en lien, c'est en lien quand même avec la confiance en soi. Donc, un enfant qui arrive face à une difficulté, ben, c'est au niveau de la résilience. Alors, est-ce qu'il va abandonner tout de suite ou est-ce qu'il va se dire, OK, ben écoute, c'est pas grave, je vais essayer de nouveau encore. Puis si ça fonctionne pas, mais c'est encore d'essayer. Donc, de laisser le droit aussi à l'erreur. Donc, on n'arrive pas du premier coup souvent dans tout ce qui, par exemple, moi je joue de la guitare, donc différents instruments de musique, ça prend de la constance, ça prend de la patience, ça prend de la persévérance. Donc, de montrer aussi à l'enfant que c'est comme ça qu'on arrive à réaliser nos rêves, c'est comme ça qu'on arrive aussi à s'améliorer. C'est en n'abandonnant pas, c'est en persévérant, puis en se faisant confiance aussi et en encourageant, je dirais, les intérêts de l'enfant. Donc un enfant, dans le fond, en fait, qui choisit son propre sport, donc on ne lui impose pas, va avoir beaucoup plus de motivation intrinsèque, puis tendance à persévérer, justement, devant les difficultés. Quelque chose qui le passionne, quelque chose qui lui parle à la base. Et aussi de guider l'enfant, je dirais, de pas nécessairement le faire, de pas le faire à sa place, de le guider. OK, parfait, tu as de la difficulté, comment est-ce que je pourrais t'aider là-dedans? Qu'est-ce que tu en penses? Quelle serait une bonne solution? Donc, lui poser vraiment la question pour que l'enfant soit en mesure de faire de l'introspection. J'ajouterais pour terminer aussi, parler d'exemples de persévérance avec vos enfants. Vous avez certainement dans votre famille ou même dans votre vie des exemples concrets à leur donner de persévérance, pas nécessairement scolaire, mais que ce soit dans le travail, dans la famille, les activités quotidiennes. Donc, de leur montrer qu'est-ce que c'est la persévérance parce que c'est vraiment abstrait pour eux. Puis on leur parle souvent de persévérance à l'école, c'est écrit partout, mais vraiment de leur montrer qu'est-ce que ça veut dire en donnant des exemples concrets qui sont près d'eux. Parce que des fois, bon, on va donner des fois souvent l'exemple d'un athlète qui a persévéré puis qui s'est rendu aux Olympiques. C'est génial, mais c'est pas accessible, ça, pour l'enfant de 8 ans. Donc, c'est quoi des exemples de persévérance qui sont près de lui? Donc, dans son environnement quotidien, ses frères et ses sœurs, sa famille. Donc, vraiment de leur donner des exemples. Puis, une image que j'aime beaucoup aussi faire avec les enfants, que vous pouvez faire si vous avez la patience et des Legos, c'est qu'à chaque jour, vous mettez un bloc de Lego, un par-dessus l'autre. Un seul bloc. Puis au bout de 2, 3 mois, ben, il y a une maison qui se construit ou une tour. Et donc, l'enfant apprend que petit à petit, si à chaque jour on fait qu'est-ce qu'on doit faire
qui est de mettre le bloc de Lego. Un jour, on va réussir à avoir construit une belle tour, un beau château, seulement par la patience et la persévérance. Puis au début, l'enfant verra pas où est le fun là-dedans. Au début, il va avoir 3 blocs de Lego, c'est haut comme ça. Et au fur et à mesure que le temps avance, après 2, 3 mois, ça prend forme et là, il voit le fruit de ses efforts, il voit qu'est-ce qu'il a fait. Et donc, ça peut être une très belle métaphore pour lui montrer que à l'école, c'est la même chose. Donc, à chaque jour, fais qu'est-ce que tu dois faire, prends le temps de lire comme il faut, écoute l'enseignante, prends part aux discussions. Donc, fais de ton mieux et pour l'instant, tu ne vois pas de résultat. Comme si tu mets un bloc de Lego sur l'autre, tu ne vois pas de résultat, mais sur du long terme, après 2, 3 mois, tu vas aller voir les résultats. Tu vas t'améliorer en lecture. Et donc, c'est concret de le voir avec quelque chose comme les Lego. Mhm. Quelqu'un aimerait échanger, ajouter? Parfait. Alors, on va terminer, on va conclure. Donc, on peut prendre rendez-vous et discuter vraiment des besoins de votre enfant. Si vous avez besoin de ce support-là, donc tout ce qu'on a parlé, c'est quelque chose qu'on travaille avec les enfants, donc organisation, gestion des émotions. Donc là, on vous a vraiment donné des stratégies à appliquer. On peut aller, c'est sûr qu'on peut aller plus en profondeur. Donc, un enfant qui va faire des crises, ben, à ce moment-là, on va vraiment juste se concentrer là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne souvent avec les enfants? C'est qu'on va aller cibler un objectif au niveau des apprentissages, un objectif au niveau du bien-être. Donc, ça peut être, par exemple, OK, l'enfant, après un mois, sera capable de lire tant de mots. Donc, ça, c'est un objectif concret. Après ça, on pourrait dire au niveau du bien-être, ce serait l'enfant sera en mesure de mieux gérer ses émotions et dans le fond, de réguler, en fait, d'être capable de savoir quand est-ce qu'il va exploser. Donc, avant d'exploser, de mieux gérer ses émotions. Donc, on va aller cibler vraiment cet objectif-là précis. Donc, vous avez nos contacts, vous avez le site Internet aussi, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc, tout est écrit, vous avez notre adresse courriel, les réseaux sociaux aussi. On va faire des webinaires assez souvent, donc on va avoir différents sujets, vous allez recevoir des invitations. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir, puis d'avoir échangé aussi, d'avoir posé des questions. Ça a été vraiment génial, vraiment formidable. Puis, Kali, je te laisse dire un petit mot de la fin. Oui, merci beaucoup de votre participation. Puis, on avait très hâte d'échanger avec vous sur ces thèmes en lien avec la rentrée scolaire, mais au-delà de ça, tout ce qui touche aux émotions, à la gestion de l'anxiété et de la confiance en soi, parce que c'est vraiment des piliers très forts pour nous et qui sont la base de notre enseignement. Donc, on voulait parler de ça avec vous. Puis, comme disait Sarah, vous savez, au cours de l'année, on fait des suivis avec les élèves, on a des programmes d'accompagnement en français, mais également pour tout ce qui touche à l'intelligence émotionnelle, gestion des émotions, des routines de travail. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec nous pour qu'on puisse discuter de vos besoins, puis voir de quelle façon on peut vous accompagner cette année. Donc, c'est la fin. Merci à vous tous. Si jamais il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Merci, merci. Ouvrir votre micro si vous avez des commentaires. Merci pour les Merci à tout le monde dans le messages. chat. Merci. Merci. Alors, on va, en fait, Ah, bonjour Yuna, enchantée. Merci d'ouvrir la caméra. Donc, on a enregistré la réunion. Elle va être diffusée à ceux qui ont, en fait, qui ont eu le suivi, donc pas à tout le monde. Puis, comme ça va permettre aux parents de réécouter, de pouvoir avoir ces informations-là. On va aussi vous envoyer la présentation, donc pour que vous puissiez la voir avec vous. Puis n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, si vous voulez échanger, écrivez-nous, ça va vraiment nous faire plaisir d'être là pour vous. Merci. Et Je vous souhaite une très belle rentrée scolaire. On a un petit Oui. bonjour! Derrière Patrice, on a un petit. Oui, une belle rentrée scolaire, puis une belle fin de soirée aussi.
À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.